Chapitre 12. Les matériaux dans les transports. À l'issue de ce chapitre, vous devez savoir distinguer les différentes familles de matériaux, choisir un matériau d'après ses propriétés physico-chimiques, mettre en évidence les facteurs agissant sur la corrosion des métaux, les facteurs agissant sur le vieillissement des matériaux et prévoir la protection des matériaux. Nos véhicules de transport sont composés de multitudes de matériaux appartenant tous à des familles différentes, ayant des propriétés différentes. Parmi ces propriétés, on peut trouver la résistance à la corrosion, la résistance au rayonnement solaire, les UV, la résistance à l'usure telle que les pneus ou les roulements mécaniques, le poids et le coût de ces matériaux, etc. On va définir et lister les différentes familles et ensuite s'intéresser à leurs propriétés. Famille de matériaux. On compte les métaux, les plastiques, les organiques, les minéraux. Prenons l'exemple des métaux. Ils sont extraits des minerais. Ils ont l'avantage d'avoir une bonne résistance mécanique. Comme vous le savez, ce sont de bons conducteurs électriques et thermiques. L'inconvénient majeur est que pour la plupart d'entre eux, ils s'oxydent. En effet, on l'a vu dans un chapitre précédent, les métaux, ce sont des réducteurs. On les retrouve à droite du couple oxydoréducteur. Ils vont s'oxyder pour devenir leur oxydant correspondant, avec l'apparition de rouille. Tous les matériaux ont des avantages et des inconvénients, mais pour pallier aux inconvénients, on va créer ce que l'on appelle des composites ou des alliages. Un composite est l'assemblage d'au moins deux matériaux. On additionne ainsi les avantages. On obtient une faible densité, une bonne résistance à la corrosion, une bonne isolation phonique, thermique. Un exemple de composite, la couverture de survie, c'est un film plastique recouvert d'un métal. À ne pas confondre avec un alliage, qui est la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments chimiques. Par exemple, si l'on incorpore des atomes de carbone dans du fer, on obtient de l'acier. On a une meilleure résistance à la corrosion. On a ainsi amélioré ses caractéristiques mécaniques et chimiques. Grand 2. Contraintes et corrosion des matériaux. On va s'intéresser à deux types de contraintes, les contraintes thermiques et mécaniques. On commence donc par les contraintes thermiques. La plupart des matériaux se dilatent, c'est-à-dire que leur volume va augmenter lorsqu'ils sont chauffés et se contractent en se refroidissant. Vous avez tous en tête l'image du ressort qui a sa position de repos à une longueur L0 et lorsque l'on tire sur le ressort, on augmente la longueur, on obtient delta L. Dans ce cas-là, ce n'est pas nous qui allons tirer sur le ressort, mais c'est l'augmentation de la température qui va engendrer une dilatation du matériau. Donc il va y avoir un grand nombre de forces que va subir le matériau, et ce qui peut engendrer des fissures, voire la rupture. Pour quantifier cette dilatation, on peut utiliser la relation suivante. Elle n'est pas à connaître par cœur. Delta L, qui représente la variation en longueur, qui est égale à la longueur initiale L0, fois alpha, le coefficient de dilatation linéaire propre à chaque matériau, que multiplie la variation de température delta θ. Les unités, la variation en longueur et la longueur initiale sont exprimées en mètres, le coefficient de dilatation en degrés Celsius moins 1 et la variation de température en degrés Celsius. Donc le fait de multiplier le coefficient par la variation de température, l'unité est nulle. On obtient epsilon, l'allongement relatif qui est donc sans unité, qui correspond au rapport entre la variation de longueur que divise la longueur initiale, qui est égale au coefficient fois la variation de température. Avant de continuer le cours, petit exercice d'application sur le toit panoramique. Donc je vous demande de mettre sur pause, de résoudre l'exercice et ensuite de reprendre la vidéo. Résolution de l'exercice. Première question. On vous demande de calculer la dilatation linéaire subie sur la longueur par la plaque de PMMA lorsque la température passe de moins 20 degrés C à 50 degrés C en été. Pour ce faire, on réutilise la formule vue précédemment sur la dilatation linéaire subie par le PMMA, qui est égale
à la longueur initiale fois le coefficient du PMMA que multiplie la différence de température. La longueur initiale, elle est donnée sur la première phrase, elle est de 1200 mm en hiver, donc à moins 20 degrés C. Le coefficient du PMMA est donné de 11 fois 10 puissance moins 5 degrés C moins 1 et la différence de température, donc 50 degrés plus les 22 degrés d'hiver. On obtient donc une dilatation du PMMA entre l'hiver et l'été de 9,2 mm. Ce qui signifie que le PMMA augmente en longueur de 9,2 mm. Deuxième question, même question pour le profilé d'aluminium. Donc, de même, nous allons calculer la dilatation linéaire de l'aluminium entre l'hiver et l'été. Donc, on va réutiliser la formule delta L de l'aluminium est égal à la longueur initiale fois le coefficient de l'aluminium que multiplie delta T. Si on regarde les données, si on calcule le rapport entre le coefficient du PMMA et le coefficient de l'aluminium, on obtient un rapport de 5. Donc, on peut écrire la formule suivante, delta L du PMMA divisé par 5. On obtient une valeur de 1,8 mm. Question suivante. Un jeu de 6 mm entre les deux matériaux est-il suffisant lorsque la température passe de moins 20 degrés C à 50 degrés C? Pour ce faire, nous allons calculer la différence des dilatations linéaires du PMMA et de l'aluminium. Donc 9,2 moins 1,8 et on obtient la valeur de 7,4 mm, ce qui est supérieur à 6 mm. Donc, le jeu entre les deux matériaux est suffisant. Dernière question, citez un avantage du PMMA sur le verre. Le PMMA est 2 fois plus léger que le verre, donc on gagne en masse. À noter tout de même que le PMMA se raye beaucoup plus facilement. Donc on ne peut pas se permettre de l'utiliser pour des pare-brises de véhicules par exemple. Pour la question 3, le jeu entre les deux matériaux est insuffisant puisque 7,4 mm est supérieur au jeu, donc l'espace entre les deux matériaux de 6 mm. Passons à présent au petit 2, les contraintes mécaniques. L'allongement ou la contraction d'une barre ΔL est cette fois induite par une force et non par une variation de température. Cette variation ΔL va être quantifiée par la relation suivante. Je rappelle que la formule n'est pas à apprendre par cœur. Sigma, qui est la contrainte à la normale, c'est-à-dire la perpendiculaire au matériau, donc une force perpendiculaire à notre objet, est égale à epsilon, qui est l'allongement relatif, sans unité puisque c'est le rapport de ΔL en mètres que divise la longueur initiale en mètres. Donc on a deux unités identiques. Que multiplie le module d'élasticité ou le module de Young qui représente la rigidité d'un matériau. L'unité de ce module de Young est des newtons par mètre carré, ce qui correspond à des pascals, à une pression puisque l'on a une force exercée sur une surface. La contrainte à la normale est de même unité. Remarque, le module de Young dépend du matériau. Plus le matériau est rigide, tel que l'acier et le diamant, et plus le module de Young est élevé. Avant de continuer sur le cours, petit exercice d'application. Je vous demande donc de mettre sur pause et d'essayer de résoudre tout seul l'exercice.